Bonjour à tous, Nicolas Schiavon, Metadosi. En ce début d'année, déjà tous mes voeux, pardon, on va commencer par être poli, courtois, on va pas commencer comme ça. Euh, Bonne année, bonne santé à tout le monde, plein de business. Je ne sais pas si 2024 sera mieux que 2023 en termes de SEO ou en termes de qualité de vie ou d'emploi et surtout la santé. Enfin, en termes d'impôts, on sait déjà que ça va augmenter. Là, ça, je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Les prévisions sont certainement pas à la baisse. Moi, ce que je vous souhaite, c'est du business à la hausse pour 2024 et que tout se passe bien et que si vous voulez faire appel, bien entendu, à moi-même, mes services et les gens qui gravitent autour de moi pour faire du référencement, du marketing digital, on sera ravis. Alors, je suis pas devin, mais je me suis dit, après tout ce qu'on a vécu en 2023, les Google Updates, le post-Covid, le marché du retail qui s'est quand même pas mal cassé la figure pour certaines personnes, d'essayer de voir ce que peut être le référencement pour 2024, quelles sont les tendances, les trends qu'il peut y avoir sur 2024. On va parler d'intelligence artificielle, ça on ne peut pas ne pas parler d'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose, à mon avis, on n'est qu'au début et je travaille dessus, chez Metadosi on travaille dessus. On essaie de développer, de voir comment on peut l'utiliser. Alors nous, on l'utilise pas mal, bien entendu. Maintenant, on arrive à bien s'en servir pour faire des choses qui sont assez intéressantes, voire très intéressantes. On a appris que bon, Google va nous sortir son SGE, c'est-à-dire les résultats faits par l'IA générative, c'est-à-dire en fonction de votre recherche, grosso modo, il va vous donner le résultat. Alors Google, on y reviendra parce que c'est forcément à un moment donné, on va en parler ici. Google n'est plus un moteur de recherche depuis bien longtemps. Aujourd'hui, Google est un moteur de résultats. Ce qu'il veut, c'est vous donner le bon résultat, vous satisfaire parce que son modèle économique, c'est certainement pas l'organique. Hein. Son modèle économique, c'est le search payant. Donc, il veut que vous cliquez et gagner un max de thunes avec ça. Euh, si vous donne la réponse, ben, oui, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets que l'organique pourrait disparaître ou va disparaître. Euh, oui, quand la voiture automobile est sortie, toutes les gens qui fabriquaient des diligences, les activités hippomobiles, c'est-à-dire avec des chevaux, se sont dit Ouais, mais on va mourir, on va mourir. Bon, simplement, c'est une transformation. Lorsque le train est sorti, euh, le même problème est arrivé. Simplement, il faut se remettre en question, chose qu'on sait bien faire ici, chez nous, tous les matins, pour savoir est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on faudra faire demain et après-demain. Donc, c'est pas parce qu'il y a un nouvel outil qui sort. D'ailleurs, tous les outils qui sortent, tout ce qui est nouveau aujourd'hui, sur 100%, sur 100, il n'y en a pas 100% qui vont devenir pérennes et qui vont continuer à être utilisés. Il y a beaucoup de déchets, peu qui réussissent. Est-ce qu'on va continuer comme ça? En tout cas, il faut être là, il faut être présent et il faut travailler dessus. Si j'ai pas mal de choses à dire, j'ai fait pas mal de notes, parce que j'ai un petit cerveau, des fois j'oublie. Donc, je vais parler de différentes choses sur cette prévision pour 2024. Je ne suis pas Nostradamus. Quand je dis prévision, j'ai noté des choses, des points, des bullet points qui peuvent être intéressants de travailler, sur lesquels il faut travailler, ce qu'il est important de travailler, parce que le digital, le marketing digital, le référencement, c'est pas que l'organique, le search organique de Google. Il y a beaucoup de choses. Et si vous voulez arriver à la limite en vous en sortir dans le search de Google, il y a des éléments, le SGE, il va pas savoir faire. Donc, il va falloir être présent quand même. Donc, pour commencer,
dans ce monde effréné du marketing digital, pour rester en avance sur la concurrence, c'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité. Si vous n'êtes pas visible sur Internet, sur le digital, si vous n'êtes pas visible sur un smartphone, vous êtes mort. Alors, le paysage du SEO, il est prêt et il a été prêt depuis des années, puisque je vais citer à un moment donné mon ami Yann Coste, qui m'a dit quelque chose il y a 15 ans en arrière, et qui m'a marqué, et qui a été de plus en plus vrai, et qui maintenant est un incontournable. C'est le marketing vidéo. Donc, il y a des avancées significatives et je passais un petit peu à travers tout ça. Euh, le, une fois de plus, je vais répéter, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Le SEO, c'est pas Google SGE, même si je vois que tout le monde en parle, même les plus grands aux States, un peu de partout. Quand on parle de SEO 2024, les gars, ils vous parlent de SGE. SGE, c'est un tool, hein, c'est pas le SEO. Donc, si vous voulez performer, il y a deux, trois façons de le faire. Déjà, un, faire de la qualité et continuer. Il y a quelques années en arrière, j'avais parlé pas mal de la recherche vocale et qu'il fallait chercher à se positionner sur la recherche vocale parce que pour moi, c'était une des tendances de plus en plus vraies dans le domaine du SEO. Il fallait se positionner là-dessus et que ça allait être un impact dans la façon de rechercher l'intention de l'utilisateur, dans l'impact de la fonction, de rechercher des mots-clés, même si je ne veux pas utiliser forcément le mot-clé, mais du user intent, l'intention de l'utilisateur. Et je voyais, moi, la recherche vocale avec tous ces appareils, Siri, euh, ça allait être prédominant. Bon, a priori, en France, ça n'a pas été trop le cas. Et même si tous les appareils à commande vocale ont révolutionné la façon dont les consommateurs interagissent avec les entreprises, vous avez Alexa d'Amazon, vous avez Siri d'Apple, tous ces appareils de la recherche vocale aujourd'hui sont présents autour de nous et on s'en sert enfin moi je me sers de plus en plus de Siri d'Apple, surtout en voiture. Pourtant, autant cette tendance, elle est vraie et marquée aux States, aux États-Unis, mais nous en France, pas trop. Ça n'a pas trop forcément pris. Je pense que ça va évoluer parce que c'est beaucoup plus pratique de poser une question à un assistant virtuel, qui on parle encore de virtuel hein, pour le coup, que de faire de la recherche soi-même. Et comme on est tous devenus, enfin, il y a de plus en plus de feignants, c'est plus facile de lui poser la question que de faire la recherche soi-même. Donc, comment définir un appareil à commande vocale? Les appareils à commande vocale sont des gadgets qui utilisent un logiciel de reconnaissance vocale pour exécuter des commandes données par l'utilisateur. Des marques telles que Google, Amazon ou Apple sont devenus des innovateurs de premier plan et sont en plein essor. Et c'est pas avec l'IA que ça va changer. Alors, je reviens sur le fait que ça a marché beaucoup plus aux States que chez nous. Il y a eu des progrès technologiques qui ont rendu ces appareils plus sophistiqués et plus conviviaux. Ça s'est développé de partout dans le monde. Et il faut approfondir et se mettre sur certaines études statistiques pour mettre en évidence une adoption de plus en plus accrue et voir éventuellement les tendances qu'il peut y avoir dans le futur. Quand vous voulez adopter une stratégie d'optimisation pour la recherche vocale, au fur et à mesure que l'utilisation de la recherche vocale augmente, les entreprises doivent concevoir de nouvelles stratégies pour optimiser leurs contenus digitaux en conséquence. Il faut il faut adopter de nouvelles techniques que nous, en tant qu'agence SEO ou consultant, ou même le client final, doit utiliser pour exploiter cette possibilité et cette tendance qui, j'espère, enfin, qui va être croissante de la recherche par des assistants vocaux pour qu'ils parlent de vous, qu'ils trouvent vos résultats et vous et pas le concurrent. Donc, ça veut dire que il faut optimiser pour le mobile, parce que ça va fonctionner comme ça, et surtout pour le référencement local, parce que on se rend compte que de nombreuses recherches vocales sont effectuées, ça c'est les statistiques et c'est la donnée, donc ça c'est imparable, sont effectuées sur des appareils mobiles. Ça devient crucial d'améliorer la responsabilité, la réactivité de votre site Internet, de manière à ce qu'il soit crawlable facilement et il se positionne facilement.
Parallèlement, il faut travailler le référencement local parce que statistiquement, la plupart des recherches vocales ont tendance à être orientées localement. Logique, enfin, c'est un pléonasme, et sur des smartphones. Le contenu et le contenu du site doit être orienté parce que les requêtes de recherche vocale imitent souvent les modèles de parole naturels. On ne parle pas de la même façon oralement que l'on peut s'exprimer par écrit. Donc, ça veut dire qu'il faut créer du contenu en résonance avec un ton conversationnel, un ton de conversation, et intégrer des mots-clés de longue traîne qui vont correspondre à la façon de s'exprimer ou au type et la formulation de requêtes verbales courantes. L'impact sur la recherche traditionnelle de mots-clés veut que l'émergence de la recherche vocale a un impact significatif sur les méthodes traditionnelles de recherche de mots-clés pour le référencement. C'est-à-dire que, étant donné que les recherches vocales sont davantage conversationnelles et basées sur des questions, les entreprises, les clients ou nous-mêmes, on doit innover dans notre stratégie de mots-clés ou d'attention d'utilisateur pour aller de simples expressions textuelles à des mots-clés de type conversationnel qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus basés sur de la longue traîne. Ce qui me fait penser à une réflexion que j'ai eue avec un client où une agence lui avait dit que les titles étaient trop longs. Oui, et ça, c'est les cases à remplir. Un title, si vous avez, je vais vous dire, enfin, si c'est trop long, Google va le réduire. Euh, mais s'il y a en plus une intention d'utilisateur, qu'est-ce que va en faire Google? Qu'est-ce que va en faire ce référencement vocal? Comment ça va être interprété? La nuance, pour moi, elle est là. Si vous mettez juste consultant SEO, Metadosi, et si tout le monde fait la même chose, c'est pas un critère sur lequel on va se positionner, mais je veux dire que votre SERP, elle va être moche, elle va être difficilement interprenable, ouais, interprenable. Si vous faites autre chose, euh, et que le titre, bah forcément, à un moment, il va être trop long, c'est pas grave. Il y a bien quelqu'un qui va le comprendre, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a de l'IA qui fonctionne. Voilà. Alors, ça va influencer votre stratégie SEO sur des aspects distincts de la recherche vocale. Il faut revoir vos stratégies de référencement. Donc, il faut intégrer votre façon parler naturelle. Même des fois, ça peut être des mots très courants, pas des gros mots, mais des mots familiers peut-être qu'il faut intégrer dessus parce que Google va les comprendre. Et puis, il y a des façons d'exprimer. Enfin, aussi, dans votre stratégie d'optimisation pour la recherche vocale, il ne faut pas oublier que, et dans tous les pays, c'est la même chose, vous n'allez pas prononcer ou définir un mot avec le même mot. C'est incompréhensible ce que je viens de dire. Euh, euh, dans chaque région, il faut que je vous trouve un réseau, euh, un exemple, dans chaque région va appeler une frite ou ah non, c'est quoi l'histoire pas de la chouquette, du pain au chocolat et puis de l'autre dans l'Ouest, de la chocolatine. Voilà, il y a chocolatine et chocolat. Donc les gars du Sud, ils vont dire, enfin de l'Ouest, ils vont dire chocolatine, tandis que le reste de la France, il va dire pain au chocolat. Ça, si vous l'intégrez pas dans votre stratégie d'optimisation pour la recherche vocale, vous allez passer à côté de quelque chose si vous faites du référencement local. Bon, oui, non, et certainement que oui si on veut être fin. Si on veut créer du contenu de type conversationnel, c'est quasiment obligatoire. Euh,
voir comment on le fait. Après, c'est dans la stratégie, dans l'intérieur de votre texte. On a parlé un petit peu d'IA et là, j'ai pas voulu commencer directement avec l'IA, mais l'IA et le SEO, le SEO et l'IA, la création de contenu et le SEO. Alors, nous, on a commencé en 2021 à faire vraiment de l'IA, de développer des tools avec l'IA pour le SEO, pour faire pas mal de choses sans rentrer dans le détail, mais la création de contenu pour le SEO. Ça a marché, ça a pu marcher, ça a pu marcher, et maintenant ça remarche très bien. Alors, la preuve, c'est que Google, à un moment donné, il a dit qu'il allait massacrer tous les résultats qui étaient faits avec de l'IA qui étaient détectés, et puis après, il s'est rendu compte qu'il allait se massacrer éventuellement lui-même. Donc, en fait, il a changé ça dans ses Google Lines, et aujourd'hui, il dit que c'est pas interdit selon ses guidelines, pour ce qu'on veut en faire des guidelines. Moi, je vous dirais jamais de suivre les guidelines. Euh, Parce que les guidelines, ça ne concerne que Google, hein. C'est pas une loi, hein. La loi dit que vous n'avez pas le droit de dépasser 130 sur l'autoroute, mais voilà, c'est ça la loi, c'est pas Google. Pour fermer la parenthèse, aujourd'hui, Google dit que c'est pas interdit de faire l'IA, mais par contre, il faut que ce soit de l'IA qui ait de la valeur, hein, qui apporte de la valeur à l'utilisateur. Tant mieux, on sait faire. On a mis un peu de temps à comprendre ce qu'il fallait faire pour faire, et surtout à le mettre au point pour que ça fonctionne. Maintenant, on sait faire et ça marche très bien pour le SEO. Alors, dans l'IA, il y a plein de choses. On peut faire énormément de choses avec l'IA. Euh, L'IA, ce qui compte, c'est que c'est un apprentissage qu'il faut lui donner de la donnée. Si vous n'avez pas de data derrière, l'IA, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut que soit l'IA va aller dans sa propre base de données, soit vous allez l'alimenter avec votre propre donnée, soit ben, vous lui dites, moi je l'alimente avec ma donnée, et puis on va aller la chercher aussi ailleurs, la donnée, donc, pour tirer le meilleur. Euh, donc les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est un sous-ensemble d'intelligence artificielle. Ça joue un rôle essentiel aujourd'hui dans l'optimisation des moteurs de recherche. Ces algorithmes sont basés sur de l'IA. Alors, Bing, a priori, a été plus fort, a démarré plus vite et mieux que Google qui s'est un petit peu endormi sur ses lauriers. Et il y a, ça y est, j'ai manqué le troisième. Oui, Facebook, qui lui était parti sur d'autres choses complètement à l'ouest et qui est en train de rétro-pédaler pour essayer de rattraper son retard. Euh, Aujourd'hui, dans le microcosme des SEO dans le monde, avant de préparer cet article, qui a pris pas mal de temps, euh, j'ai regardé un petit peu ce que les gens pensaient ou voulaient prédire pour les tendances de 2024. Et c'est indissociable quand on parle des tendances SEO 2024, boum, tu tombes sur Google SGE. Google SGE SEO, Google SGE SEO 2024. C'est-à-dire, tu peux pas, tu poses la question au gars, il te répond SGE. Bon, SGE, est-ce que c'est le SEO? Non, SGE, c'est pas les tendances SEO. SEO. Et je vais citer l'article de Moz qui a dû faire au moins 10 000 mots là-dessus, où il a interrogé euh, un certain nombre de pointures mondiales, et il y a quand même la moitié de la page où, pour les prédictions des 27, je regarde, les 27 experts mondiaux, il y en a la moitié, a priori, qui te parlent de l'IA générative de Google. Oui, non. Non. Les gars, enfin, moi, je vous dis un truc, l'IA de SGE, de Google SGE, c'est certainement pas le SEO. Par contre, si vous voulez faire du SEO, ne vous laissez pas pomper votre fonds de commerce par l'IA de SGE et bloquer Google. Parce que si on donne, vous m'excusez du terme, si on vous donnez que de la merde à SGE, il fera que du pas bon. Donc, s'il fait que du pas bon, personne va avoir envie de lire les résultats de SGE. Si vous gardez que le bon pour vous, au bout d'un moment, celui qui va en pâtir, ce sera Google. Donc, voilà. Et d'ailleurs, les plus gros sites et les plus grands sites
comme Amazon, ils ont bloqué toutes les IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google ou d'autres. Systématiquement, ils leur interdisent de crawler leur site. Si on parle d'algorithmes de classement amélioré, on va parler de Google, de RankBrain. C'est un algorithme d'IA qui interprète le contexte et l'intention de requête des utilisateurs. Cela améliore la pertinence des résultats de recherche. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, les titres longs. Et l'intention de requête donc de l'utilisateur. Ça va vous améliorer la pertinence des résultats en donnant la priorité au contenu qui répond le mieux aux besoins de l'utilisateur, affectant ainsi le classement des sites web. L'analyse prédictive, c'est un apprentissage automatique qui fournit une analyse prédictive en étudiant les comportements passés pour prédire les actions futures. On va se perdre dans la syntaxe. Ces informations fournissent aux entreprises des informations précieuses sur les tendances d'intérêt des consommateurs. Alors ça, il y a déjà un tool qui existe, Google Trends. Enfin, ça, c'est l'analyse, c'est pas du prédictif, pardon, excuse-moi, j'ai une bêtise. C'est l'analyse en temps réel. Le prédictif, c'est on va tirer parti de l'existant et des tendances pour prédire ce qui va se passer dans 6 mois ou dans 24 mois, ce qu'on aimerait bien faire avec cet article-là, d'ailleurs. Et puis après, il y a l'IA qui va aller vous donner des précisions qui sont basées sur des données, avec de l'apprentissage automatique, qui va utiliser des modèles et des informations nourries avec de la donnée, du tableau, enfin tout ce que vous voulez, et qui va vous donner de la donnée rapidement avec précision sur des tendances. Bon, dans le SEO, on va parler de mots-clés pour faire de l'analyse des concurrents, des modèles comportementaux sur des clients, etc. Ça, somme toute, euh, très, très, très intéressant. Si on parle d'intelligence artificielle et de SEO, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi d'engagement client avec le SEO. Et puis des chatbots, puisqu'ils ont toutes leurs valeurs ajoutées ici. Le chatbot, s'il est bête, ça intéresse personne et au contraire, ça fait perdre de l'expérience utilisateur. Maintenant, si le chatbot il est bien utilisé, s'il répond bien, rapidement, à toute heure du jour et de la nuit, enfin, 24, 7 sur 7, sur que c'est pas quelque chose de disruptif qui va vous faire un pop-up ou qui va, parce que ça on l'a vu à une époque, qui va faire que vous allez partir du site internet parce que vous avez peur. Donc c'est tout à fait intéressant puisque s'il donne les bons conseils, s'il donne la bonne réponse, si il envoie sur la bonne page, bah, vous allez diminuer votre taux de rebond, forcément. Donc, c'est un signal quand même qui est fort pour le SEO. Et puis, euh, si vous augmentez votre CTR, donc le taux de clic par an, vous allez donner un signal fort à Google pour le référencement. Donc là-dessus, en fait, vous allez générer du leads. C'est bien le but d'un chatbot de générer du lead. L'IA peut vous permettre de faire de la personnalisation dans les moteurs de recherche. Euh, Parce que je reviens sur l'analyse de l'intention de l'utilisateur. Les algorithmes d'IA, en fonction, enfin ceux qui existent, ceux qu'on peut développer ou qu'on peut faire des recherches, nous permettent d'évaluer l'historique de recherche, de chercher des modèles de clics, euh, et puis d'analyser l'intention d'utilisateur qui est sur votre site internet, de manière à lui fournir des résultats personnalisés ou vous, derrière, vous pouvez créer le contenu que l'utilisateur va vouloir rechercher de manière pertinente. Donc, vous allez augmenter le X, vous allez augmenter le référencement, enfin le taux de clic et tout ce qu'on vient déjà de citer. La recommandation de contenu sur mesure, ça en découle automatiquement, je viens de le dire, mais je le reprécise, puisqu'une fois que vous avez analysé votre modèle de recherche, une fois que vous savez ce que l'utilisateur veut, vous allez produire le contenu, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut sur les pages de votre site, ou mettre ce qu'il faut dans les pages, sur le home page,
Vous allez pouvoir mettre à jour votre activité sur votre blog. Vous allez, et tout ça, donc, vous allez augmenter le temps passé sur le site, ce qui est un signe aussi pour Monsieur Google, pour les performances SEO, donc c'est important. La personnalisation basée sur la localisation. Donc, on va aller avec l'IA, chercher les IP, savoir où sont les gens, et bien entendu, fournir du contenu spécifique en fonction de la géoloc. C'est une tendance qui est mésestimée. Certains en ont pris conscience déjà il y a quelques temps, puisque Madame Michu, quand elle recherche ce ce qui est autour d'elle, mais aussi, Monsieur Google et d'autres vont lui proposer des résultats. Il n'y a pas que des résultats proches d'elle. Et c'est pas que le pack local 3 de Google qui le fait. Dans l'algo, il y a certaines choses qui font que Monsieur Google sait où vous habitez. Donc il va proposer aussi des choses, enfin des contenus ou des réponses qui peuvent vous intéresser plus que d'autres parce que je vais vous dire une bêtise, vous cherchez des granulés de bois, même si le meilleur il est à l'autre bout de la France, ce qui vous intéresse c'est d'aller chercher à 5 bornes de chez vous et pas à l'autre bout de la France. Donc euh, voilà, l'IA en termes de SEO, il faut, il faut s'en servir. Et on s'en est rendu compte en 2023. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur, hein. Je vais pas la citer, mais une dame qui, dans sa boîte, c'est de faire de la rédaction humaine pour des clients, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, ces rédacteurs. Euh, Aujourd'hui, si vous avez hop, une IA qui fonctionne très bien, elle fait des très bons contenus, à partir du moment où c'est très bien paramétré, il y a ici il y a quelque chose derrière qui est bien fait, qui va être, euh, ça va être fluide, ça va pas être de la conversation, ça va pas être du rédacteur, ça va pas être du prix Goncourt ou quoi. Mais de toute façon, messieurs et mesdames, je vais pas vous spoiler un truc en vous disant que, et ça j'en ai mais l'exemple tous les jours, les gens ne lisent pas votre contenu. Ils lisent le title, les titres, les sous-titres, ils lisent la conclusion, point barre. Vous pouvez prendre, je peux vous citer des tas d'exemples. Les trois quarts des gens sont comme ça. Les gens qui vous appellent vous parce qu'ils ont vu un site internet et qui croient que vous êtes l'office du tourisme de Paimpol Truc. Or, le site, il parle de Paimpol Truc, mais c'est pas l'office du tourisme de Paimpol Truc. Donc, bon, voilà. Je ferme la parenthèse, mais oui, donc ça veut dire que l'IA va remettre en question, et puis vous l'avez vu dans la presse, il y a des entreprises qui ferment des pôles complets parce qu'ils utilisent l'IA et que l'IA ci, l'IA là. Faut pas croire, hein, aujourd'hui, l'IA est capable de faire pas mal de choses. Faut pas en avoir peur, faut évoluer avec. Je vais parler d'une chose maintenant. Et vous allez tous être d'accord avec moi, c'est la révolution du référencement vidéo. Euh, Pourquoi j'en parle encore en 2024? Parce que je rencontre des clients, je répète, je le rabâche, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. Après, j'entends, hein, faut des moyens, hein, il faut avoir du temps. Les moyens, c'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps à consacrer. Et c'est une difficulté d'avoir du temps, de développer des ressources. On va pas parler forcément de moyens, mais les moyens, c'est des ressources. C'est pas que des moyens financiers. Euh, un de mes amis, je vais le citer, Yann Kos de NewQuest, le fondateur de NewQuest, il y a 15 ans en arrière, à l'époque, c'est lui qui m'a mis le doigt là-dessus, ou le mot à l'oreille. Et il m'a dit un jour, Nico, la vidéo, c'est the next thing. Je pense que mot pour mot, ça doit être ça. Et ça m'a marqué.
Et c'est à partir de là où moi j'ai commencé à faire des vidéos YouTube qui à l'époque étaient complètement pourries, parce qu'il fallait commencer quelque part, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de caméra, on avait à la limite quoi, on avait des GoPro, parce que moi je faisais beaucoup de sport, donc des GoPro pour les faire du ski, pour faire de la plongée, des choses comme ça. Donc dans l'automobile, c'est ce qu'on a pu utiliser aussi. Et puis on a appris à faire. Donc aujourd'hui, quand on regarde une vidéo de l'époque, on se dit waouh, gars. J'ai honte de les montrer. Ouais, mais en attendant, il y a des vidéos, enfin, je veux dire, on savait pas faire, on apprenait, puis c'était pas aussi évolué que maintenant. Donc, des vidéos qui montaient à 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000, 300 000 vues. Et ça attirait du monde sur les sites internet. Alors, on parlait pas de référencement à l'époque, mais voilà, aujourd'hui, on va parler de référencement parce que bah, YouTube, alors c'est plus le deuxième moteur de recherche, je crois que d'après ce que les dernières stats, ça doit être TikTok, le deuxième moteur de recherche. Enfin bon, si c'est pas le deuxième, c'est le troisième. Aujourd'hui, il faut faire du référencement vidéo, il faut faire du marketing vidéo parce que ça se développe à un rythme rapide. Euh, vous voyez hein, sur YouTube tous les YouTubeurs, les référenceurs, les influenceurs, on va en parler tout à l'heure, qui se développent. Alors, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Puis il y a aussi énormément de mythos qui vont vous expliquer que ce qu'ils, eux, n'arrivent pas à faire, bien entendu. Mais voilà, bon, ça, c'est that's the game, guy, hein. C'est le jeu. Mais la vidéo, je le dis, je le répète, il n'y a pas besoin, éventuellement, si vous voulez commencer, de faire des vidéos de type Géonature, Sciences et Vie, TF1, tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est le faire. Il faut commencer. Et après, c'est comment on va intégrer cette vidéo, qu'est-ce qu'on va en mettre dedans. Il faut que ce soit engageant, il faut que ce soit interactif. Et surtout, la vidéo, c'est le marketing de la preuve. Si vous êtes un installateur de ci ou de là, montrez vos installations. Si vous vendez du service, si vous vendez des produits, montrez-les. Montrez comment c'est fait à l'intérieur, comment c'est fait à l'extérieur. Et puis après, nous, on va s'occuper de référencer tout ça et de faire en sorte que ces vidéos elles apparaissent sur les requêtes et elles aident au référencement de votre site, ça fait partie du branding. Et branding, c'est le SEO. Et le SEO, c'est le branding. Si aujourd'hui, tout est bon et la vidéo est une chose qui est énorme et vous pouvez, enfin, vous voyez tout le monde là, avec ça, et les jeunes, et même pas que les jeunes, parce que moi-même, je me fais engueuler des fois. Mais tout le monde dans le train, dans le bus, voilà, et ils bouffent de la vidéo, ils bouffent de la vidéo. Il faut être là-dessus. Pour moi, c'est un impératif. Alors, vous voulez peut-être pas être sur TikTok. Bon, ok. Moi, je suis pas sur TikTok. C'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Mais il va falloir s'y mettre parce que c'est incontournable. Tout le monde en consomme. Et ce qui compte, c'est que ces vidéos-là vont se présenter devant les yeux des utilisateurs où qu'ils soient sur Google, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient sur TikTok, et ça va présenter votre marque. Ça va être il va y avoir le nom de Coca-Cola, il va y avoir le nom de Google, il va y avoir le nom de McDonald's, de Burger King. Il va y avoir votre nom à vous, pardon, il va y avoir le nom de Metadosi. Et au bout d'un moment, Metadosi, Google, Coca-Cola, tout ce que vous voulez, ça va s'imprimer là. Donc il faut le faire. C'est un impératif aujourd'hui en 2024. Il y a plein de façons de faire des vidéos. Vous pouvez faire de la vidéo style reportage, style podcast. Vous pouvez montrer des choses à droite et à gauche. Euh, Ce qu'il faut, c'est que la vidéo soit de bonne qualité. Qualité visuelle. C'est aujourd'hui évident. On peut plus être en 244 pixels, c'est pas possible. Il faut l'éditer correctement. Il faut qu'il y ait des titles, il faut qu'il y ait une description. Il faut que vous expliquiez le contenu de votre vidéo, sinon après ça sort pas. Il faut qu'il y ait des vignettes, il faut qu'il y ait des call to action, les bonnes balises. Il faut qu'il y ait des transcriptions éventuellement. Alors, vous pouvez aussi, si vous avez différents types recycler les vidéos, c'est-à-dire garder vos rushs et puis après les réutiliser, les couper, les remonter.
Et si vous devenez vraiment un gros professionnel, vous avez un service qui est là pour ça, vous pouvez faire des plans de vidéos. Euh, bon. Après, est-ce que j'héberge des vidéos chez moi ou que sur YouTube? Il y a des pour, il y a du contre. On va peut-être pas rentrer dans le détail là, parce que le but du jeu, c'est pas de planter votre site en termes de ressources et de débit. Et puis après, bien entendu, c'est toujours la même chose. Il faut engager le public. Donc, il faut être présent, il faut communiquer là-dessus, il faut partager, il faut les interpeller, être interpellé, répondre, demander des avis. Et là, voilà, c'est la clé du succès. Et, pour être présent, vous imaginez une SERP. La SERP, elle se décompose en plein de choses. Vous avez le Knowledge Panel ou la Google My Business. Alors, ça change tout le temps. Ça va encore changer en 2024. Vous avez les résultats payants, enfin, les publicités. Vous avez les Google, les Shopping Ads qui sont là. Vous avez de l'organique, c'est remélangé. Vous avez les FAQ, enfin les PA maintenant, les questions les plus couramment posées. Le but, c'est de monopoliser la SERP où que vous soyez. Donc, si on parle de vous, on parle de vous. Si on vous montre, si votre marque, elle est là, je veux dire, la différence entre, imaginez deux résultats. Il y a le gars, il est le premier et deuxième. OK? Vous avez une marque qui est connue, une marque qui est inconnue. Vous pensez que l'utilisateur va cliquer sur quel résultat? Il y a de grandes chances qu'il clique sur la marque qu'il connaît. Ça, c'est ce qui va attirer le plus. Bien entendu, si vous êtes en un ou un 10, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. C'est le un, non le 10, non le 1. Euh, voilà ce qu'il y avait à dire là-dessus pour moi. Enfin, il y a enfin, plein de choses à dire encore, hein, euh, sur les plateformes. Je pense qu'il y aura encore d'autres plateformes qui vont sortir. Je voulais faire un petit flashback sur l'index Mobile First. Alors, on me dit, tiens, pourquoi tu parles d'un X Mobile First? Ça, c'est acquis depuis des années. Oui, ça c'est vrai. On sait que c'est acquis depuis des années. Malgré tout, je tombe régulièrement sur des sites internet qui sont pas du tout responsifs, qui sont pas du tout prévus pour les, les mobiles ou pour les tablettes. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ça existe encore, hein. Il y a encore pas mal de taf là-dessus, même sur des entreprises qui sont là, qui existent, hein, ça existe. Mais c'était pas le propos de cette conversation. C'est donc on sait qu'aujourd'hui il faut que un site internet il soit mobile first. Alors c'est pas parce qu'il est responsive, c'est-à-dire que le site internet va s'adapter automatiquement à son support, hein, que ce soit un support de bureau, petit, grand, moyen écran, ou un smartphone ou une tablette. Donc responsive, ça veut dire qu'il s'adapte automatiquement. Donc, à un moment donné, il va adapter son contenu et sa charte graphique au support qu'il est. C'est d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est que aujourd'hui, faut juste analyser qui sont les utilisateurs. Déjà, l'algorithme de Google, je ne pense pas avoir vu encore, enfin, récemment un site où l'algorithme qui passe sur un site, c'est un algorithme de bureau, un desktop. Je pense qu'ils sont tous maintenant algorithmes mobiles. Donc, ils analysent les sites mobiles. Mais il faut penser à regarder qui sont les utilisateurs du site Internet. Si vous avez des utilisateurs où c'est 50-50 bureaux mobiles, donc, OK. Maintenant, il y a des niches et il y a des secteurs d'activité où les utilisateurs sont 70-80% mobiles. Donc là, on peut vraiment se poser la question de dire, il faut impérativement aller construire un site qui soit destiné à l'utilisateur mobile, savoir quel est le rendu sur le site mobile. Parce que dans les facteurs de classement, aujourd'hui, vous avez les Core Web Vitals de Monsieur Google.
qui va analyser la façon dont ça s'affiche sur les mobiles, la façon dont c'est stable, la façon, la rapidité, on a accès au contenu, au blocage de contenu, des choses comme ça. Donc c'est réellement important et on a pu trouver certains sites où, suite à des modifications, soit des sites qui se cassent la figure parce qu'on a changé les, les, les Web Core Vitals ou des gains certains à partir du moment où on améliore l'affichage, la stabilité de l'affichage, la rapidité de l'affichage sur un site mobile pour différentes raisons. Et une raison assez simple, c'est que Google, lui, il a un algorithme qui passe sur votre site. Donc, si l'algorithme il tape dans du dur, euh, si c'est pas forcément fait pour ça, et donc il n'aura pas le temps d'aller crawler tout ce qu'il veut crawler. Donc, pour lui, c'est un signe aussi. Donc, il faut savoir s'adapter quand on fait quelque chose, savoir qui est la clientèle et comment il va utiliser votre site internet et savoir comment s'adapter et comment le contenu va être disponible sur les smartphones. Donc la vitesse de chargement. Est-ce qu'il faut aller sur de l'AMP? C'est le format Google de page spécifique pour les mobiles. Problème d'AMP, ça se charge super vite, c'est normal, il a viré tout le contenu. Euh, et puis, il y a les microdata, les métadonnées. Donc, il y a une réelle réflexion à faire là-dessus pour savoir comment on va utiliser toutes nos connaissances et tout ce qu'on peut faire pour s'occuper de l'utilisateur vraiment final sur son smartphone s'il n'utilise que le smartphone pour aller sur votre site. Donc, je pense qu'il faut surveiller cette donnée-là pour 2024. C'est une tendance que je peux noter. Il y a des sites où c'est pas forcément le cas, hein. Des sites où vous avez. Voilà, ce matin, j'étais sur un client qui est dans l'auto, on a 78% de mobile. 78% de mobile. Après, j'ai des sites plutôt dans le juridique où c'est du 50-50. Là, pour vous donner des tendances. Voilà. Bon. Donc, de là-dessus, je rebondis sur les signaux de l'expérience utilisateur, puisqu'on est sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle a plein de choses. L'expérience utilisateur, c'est comment on utilise le site Internet. Donc, j'ai parlé des Web Core Vitals. Il y a des choses qui vont changer pour 2024 en termes pour Google. La façon dont le site va s'afficher. Alors, il va prendre en compte pardon, le LCP, le Largest Contentful Paint, le FFeed, je vous donne que des mots pas possibles, hein, le First Input Delay et le Cumulative Layout Shift. Donc, c'est la façon dont va s'afficher la donnée, si elle est stable et s'il y a il peut avoir du blocage. Donc, c'est des termes qui sont barbares, c'est des thèmes qui sont techniques. En tant que client, c'est des choses vous n'avez pas forcément, enfin, il ne faut pas que vous reteniez ces termes barbares. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qui a de l'importance, que Google travaille là-dessus, parce que Google est très, très conscient que vous utilisez ça à plus de 60% maintenant. Donc, il veut une expérience cool, fluide, sans encombre là-dessus. Et donc, il faut qu'on soit bon, il faut que votre site internet soit bon là-dessus. Et c'est un critère de classement pour le référencement. Tout à l'heure, j'ai parlé, alors un autre thème, c'est les influenceurs. J'ai parlé de TikTok, j'ai parlé de YouTubeurs, on peut parler d'Instagrammeurs. Voilà. Et ces gens-là, ce sont des influenceurs. Ils font du trafic, ils font des vues. Donc, collaborer avec des influenceurs peut être considérablement améliorer votre succès en termes de référencement, s'ils parlent de vous, branding. Donc, après, c'est la marque, on vous assène la marque. Et la crédibilité tout le travail de crédibilité a été fait par l'influenceur par rapport à sa propre marque,
à lui. Je prends le plus gros influenceur en France, il s'appelle Squeezie. Squeezie, c'est devenu une marque, c'est une marque. Donc le gars, s'il parle de vous, c'est que vous êtes bien, parce que lui, il a quand même 15 millions, je sais pas combien de followers. Donc voilà, c'est Dieu le pape. Donc tout le monde le croit. Donc s'il répète 3 fois votre nom, c'est que vous êtes le saint Graal dans votre domaine. Donc enfin, travailler avec un influenceur, c'est une stratégie qui mérite largement d'être explorée et qu'il faudra investir. Euh, et avoir une planification, trouver le bon dans votre domaine. Et les influenceurs, ça peut vous apporter donc du branding, euh, de, de l'image de marque, de la pérennité, et puis ça peut aussi vous rapporter des backlinks. Des backlinks sponsor ou pas sponsor, no follow, pas no follow, on s'en fout, on les prend. Enfin, moi je les prends, il n'y a pas de problème, hein. Parce que les backlinks, qu'ils soient follow, no follow, tout ce que vous voulez, Google il en fait ce qu'il veut à sa sauce, hein. C'est lui qui décide, c'est pas vous, et c'est pas une loi non plus. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que travailler avec des influenceurs, ça va aider votre site à être mieux classé dans les SERP. C'est une parole. Donc, euh, il faut choisir le bon. Il faut choisir le bon influenceur qui est adapté à votre domaine. L'influenceur qui a le topical, le topical qui est un peu dans votre niche. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans l'automobile, évitez d'aller travailler avec un influenceur qui vend des chapeaux, quoi. Donc, qui parle de mode. Donc, vous êtes dans une niche, vous êtes dans un topic, vous utilisez les mêmes mots-clés, vous avez la même vision, et il va partager ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des leviers qui vont vous donner de l'autorité, parce que voilà, c'est quelqu'un de bien qui va parler de vous. Alors, quand je dis que c'est quelqu'un de bien, je vais en revenir. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Euh, donc, les backlinks, s'il y a du partage, si jamais il vous met un backlink en plus dans sa description sur sa vidéo, vous pouvez travailler avec eux en intervenant sur leur podcast, vous pouvez travailler avec eux en partageant sur les réseaux sociaux, en intervenant en tant que co-auteur, blogueur sur des articles de blog. Vous pouvez enfin, il y a plein de façons de travailler avec un blogueur euh, ou un influenceur. C'est à vous de le définir dans le brief dès le départ. Ça va faire évoluer sans doute un petit peu les prix. Il y a une question de valeur aussi. Il faut choisir celui qui a les bonnes valeurs, celui qui a travaillé avec peut-être des grandes marques. Donc, plus il travaille avec des grandes marques, plus travailler avec lui, c'est un signe de reconnaissance et de valeur ajoutée, d'autorité pour vous. Euh, et puis les termes doivent être définis dès le départ. Tout doit être briefé dès le départ. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. Euh, alors, ce qu'il faut pas faire, certains vont vous dire qu'il faut pas aller dans les backlinks payants. Ouais, oui, non, non. Par contre, je vais vous dire, il faut travailler avec des gens qui sont sérieux, qui sont capables de vous donner de la data, de l'analyse, quelles sont les vues, quelles sont les visites, quels sont les clics, des choses comme ça, de manière à ce que, enfin, qu'on ne vous vende pas une presta à 1000 ou à 2000 euros, alors que le mec, il a zéro diff, quoi. Ne pas forcément travailler avec quelqu'un qui a un mauvais passé ou qui a raconté des bêtises, qui a, qui est mal vu et qui n'a pas fait le taf comme il faut, qui n'a pas respecté soit ses utilisateurs, soit ses clients. Faut faire attention à ça. Parce qu'un bad buzz, ça peut vite arriver des fois. Pas choisir le bon. Donc, il faut aller se renseigner un petit peu sur qui sont ces gens et comment ils travaillent. Mais avoir le succès de certains influenceurs, TikTokers, Instagrammeurs, avoir les marques qui leur font confiance, si vous analysez ça, vous verrez qu'il y a certainement un intérêt à le faire. C'est une chose de plus à prendre en considération et qui va obligatoirement influencer votre référencement pour les années 2024 et plus.
Maintenant, il y a quelque chose qui est, enfin, si je vous cite le mot, vous allez, vous allez dire, oui, j'ai déjà entendu ce mot-là. Si je vous parle de blockchain, et de blockchain et le SEO, et qu'est-ce que quel est le rapport entre la blockchain et le référencement? Ben, il y en a peut-être un. Il y en a peut-être un. Il faut voir comment les deux peuvent travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? La blockchain, c'est un ensemble. Alors, la blockchain, on en a parlé, c'est pour tout ce qui est Bitcoin et crypto. Il y a création de monnaie virtuelle. Une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui n'existe pas. Et comment être sûr qu'on a un vrai Bitcoin et pas un faux Bitcoin? Alors, la blockchain, c'est un ensemble de codes et de cryptages qui sont validés et authentifiés par des machines qui ont elles-mêmes été validées et authentifiées. C'est quelque chose d'assez compliqué qu'il a fallu que je fasse répéter plusieurs fois parce que mon petit cerveau avait du mal à le concevoir. Donc, en fait, ça veut dire que euh, tout nouveau Bitcoin est validé par tous les autres Bitcoins qui ont été faits auparavant. Et plus il y a de Bitcoins qui ont été faits auparavant, mieux c'est a priori. Donc on peut imaginer la même chose, nous, dans le domaine du SEO. Pourquoi? Parce qu'on est tous des malins. On est tous des petits malins. Aujourd'hui, on sait que ce qui compte, c'est plus vous avez un site qui a de l'autorité, plus vous avez un site qui a de backlink, plus vous pouvez être mieux authentifié, avoir plus de potentiel de référencement dans Google. On va parler de PageRank, on va parler de jus, on va parler d'autorité. Il y a des gens qui vont parler d'autorité de domaine. Non, ça n'existe pas. Ça marche URL par URL. Donc oui, l'URL du nom de domaine, mais c'est la façon dont on va se libérer juste dedans. Mais bon, bref, l'histoire de l'autorité et de l'expertise. Là, on va parler aussi du concept EEAT de Google. C'est expérience, expertise, taux de confiance, II et autorité. Donc, ce serait le Saint Graal. Mais tout ça, je prends le chapeau de Laurent Bourrelli, je mets mon chapeau noir, black hat, et on fait ce qu'on veut. On crée un site de but en blanc et on peut devenir le site qui est le meilleur EAT à partir du moment où on va aller truquer la data. On va aller, pas truquer, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon mot, où on va aller optimiser tout ça sans aucune. On sort de nulle part, hein. Imaginez, je crée quelque chose, je n'ai aucune expérience, aucun taux de confiance, aucune expertise et tout. Je monte quelque chose, je crée tout ça avec de l'IA, je crée un site en automatique, je vais créer plein de backlinks, je vais me faire plein de trucs comme ça, de faux trucs. Hop, je vais sortir bon, quelques temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça existe, ça se fait tous les jours. Quelle est la véracité de ça? Est-ce que réellement je mérite cette EEAT? Est-ce que j'ai cette autorité? Est-ce que j'ai cette expertise? Non, je n'ai que l'expertise de savoir le faire, mais c'est pas de savoir créer ce site internet-là. Je sais créer ce site internet-là qui va être le champion du monde du charpentier du coin. Mais je suis pas le champion du monde des charpentiers, puisque ça n'a rien à voir. Par contre, s'il y avait une blockchain qui dit, bah voilà, moi, pour valider ce concept de là, il faut que j'ai que des validations d'autres sites qui valident que tu es le meilleur, que tu es le bon. C'est ça le concept de la blockchain. Et là, ça veut dire que 75% du spam qu'il y a sur Google, bah là, on peut faire le tri. C'est-à-dire que là, on peut les dire, non, toi, je sais que tu es un site qui est vérifié, donc t'es bon. Non, toi, a priori, t'es pas vérifié, tu fais pas partie de la blockchain, donc t'es pas bon. Voilà. Je vais pas rentrer, je vous ai démystifié le truc. Ça veut dire que là, on va pouvoir remettre en cause ou valider tout un tas de backlinks. Alors, Google le fait déjà, hein. Il sait, il a pas mal de signaux et on le voit avec différents moyens. Il y a plein de mauvais backlinks qui n'ont aucune influence sur votre site internet parce que Google sait très bien les repérer et donc Google sait que tous ces mauvais backlinks ne sont pas forcément dus de votre fait, mais de fait d'autres.
qui peuvent vouloir nuire ou qui ne le font pas forcément, pour nuire. Donc, il sait trier ces backlinks-là. Donc, mais hormis ça, pour dissocier les différentes valeurs, on peut penser que la blockchain pourrait assurer une transparence et une sécurité et que ce serait une validation comme il peut y avoir des validations sur des comptes Twitter ou sur, ah non, on dit plus Twitter, pardon, on dit X, euh, ou sur Facebook, où il faut payer pour avoir une petite pastille. Bon, là, je dis pas qu'il faut payer pour la blockchain, hein, c'est pas ça. Mais c'est sûr que ça aura un impact sur la création de liens, la qualité des liens. Ça aura un impact sur, sur la confiance qu'on peut avoir dans certains sites et sur Internet en général. Euh, Aujourd'hui, dans un coin de ma tête. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de tête qui pensent ça, ou si je suis complètement à l'ouest et à la ramasse, mais ça pourrait clairement être un signal qualitatif, très qualitatif, qui pourrait, qui pourrait être très intéressant. Voilà pour parler de la blockchain. Euh, on va en revenir un petit peu aux réseaux sociaux pour parler euh, de ce à quoi tout le monde enfin tout le monde, beaucoup de gens s'est mis. Le contenu éphémère. Le contenu éphémère qui aujourd'hui cartonne et qui est intéressant pour le référencement. Et là, vous allez me dire, mais contenu éphémère et référencement, ça va pas ensemble. Parce que qui dit contenu éphémère, contenu qui est là et qui n'est plus là. Donc, c'est tout l'inverse de la constitution d'un fonds de commerce SEO, d'un actif pérenne sur le référencement. À la naissance d'Instagram, c'était les photos. Maintenant, aujourd'hui, Instagram, c'est devenu vidéo et c'est devenu les reels. Je ne sais pas si on dit reel ou réel, enfin reel, allez, on va dire reel. Pourquoi? Bah, parce que ça engage énormément de gens. Même sur Facebook, on voit, le truc, il est valable 24 heures, 48 heures, après il disparaît. Donc, ce contenu, pardon, éphémère est très intéressant dans le sens où il génère énormément de vues, il est mis en avant, il est poussé et il génère énormément de clics. Donc, qui dit clic dit engagement, donne signal fort pour un monsieur Google et aux autres moteurs de recherche, de dire c'est intéressant, c'est aimé. Donc, ce que produit cette marque est bien. Euh, donc, on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes et depuis même beaucoup de minutes avec plusieurs S, hein, c'est le branding. C'est un signal fort. C'est que ce contenu éphémère va soumettre votre marque aux yeux de l'utilisateur qui vous connaît ou vous connaît pas. Ce qu'il faut, c'est que l'utilisateur voit votre marque. Imaginez qu'on voit votre marque une fois par semaine, ou imaginez qu'on voit votre marque 3 fois par jour. C'est la répétition qui va faire que vous allez être authentifié, certes, mais c'est une preuve qui prouve que ce que vous dites est bien et est vrai, puisque vous l'avez tout le temps devant les yeux. Si on vous répète tous les jours, ah, attends, je vais lancer un pavé dans la mare. Euh, Si on vous répète tous les jours qu'une voiture, c'est dangereux parce que ça émet du CO2, au bout du bout, vous allez le croire. Logique, on vous le répète tous les jours, donc forcément, c'est vrai. Maintenant, on vous parle pas de différentes d'autres problématiques qu'il pourrait y avoir. Et je veux pas rentrer dans, c'est pas le sujet de la vidéo que rentrer dans cette problématique-là, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça, c'est que ce marketing éphémère, ce qui va influencer votre référencement, c'est que ça va montrer votre marque. Donc,
sur tout ce qui est éphémère, c'est pas parce que c'est éphémère qu'il va pas falloir mettre la bonne title, c'est pas parce que c'est éphémère qu'il va pas falloir faire la bonne description. Il faut que les fondamentaux, les balises, et tout ce que vous voulez, les méta, elles soient là. Mettre du hashtag, c'est très important aussi parce que c'est des réseaux sociaux, les hashtags, tout ça. C'est très important parce que ça va vous faire ressortir. Et on va parler aussi de géolocalisation parce que si vous êtes géolocalisé ou si vous parlez de choses qui sont valables dans un certain périmètre ou si vous êtes un business local, euh, il faut que vous en parliez aussi dans vos hashtags, dans votre description, dans les titles, des trucs comme ça. Même sur du contenu éphémère, on veut le voir. Enfin, vous voulez qu'il soit vu. Vous voulez que votre marque soit vue. Vous voulez que Michu Corporation à Lyon, à Marseille, à Lille, où vous voulez. Vous voulez que votre île soit vue. Vous voulez que Michu Corporation, vous voulez que cette marque-là soit vue. Donc, le marketing éphémère, ça prend du temps. Les jeunes, ils sont vachement forts là-dessus. Moi, j'ai des clients moins jeunes. Hein. Après, je ne vais pas parler de ce qui est jeune et pas jeune. Quand est-ce qu'on se considère jeune ou pas? Ce qu'il faut, c'est s'y mettre. Il faut le faire et il faut bien le faire. Et maintenant, si en plus, parce que si on fait quelque chose mal, ça sert à rien de le faire. Vaut mieux faire moins et bien, mais le faire, que faire plus, mais que de la crotte. Là, c'est pas bon parce que vous n'allez pas être crédible. Puis surtout, c'est votre marque qui va en pâtir. Donc, je dirais que non. Et si votre contenu éphémère est en relation avec votre contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui est toujours vert. Tiens, j'avais une anecdote tout à l'heure sur Twitter, pardon, X, avec Laurent de Perroquet, qui, pour rigoler, a sorti un graphe sur du contenu sur lequel il fallait aujourd'hui communiquer sur les tendances actuelles, sur les bonnes résolutions à prendre pour 2024. Alors, euh, gagner plus d'argent, payer moins d'impôts, être en bonne santé, t'as dit, je dis, bon, ça, c'est pas du. Il me dit, oui, mais ça, on en parle qu'en début d'année. Je lui dis, mais ça, c'est du contenu evergreen, en fait. Parce que c'est toujours les mêmes revendications, enfin, c'est toujours les mêmes volontés que tu veux. Euh, donc, ça, tous les ans, tu changes juste la date. En fait, ton contenu est strictement le même. Par contre, si tu veux faire quelque chose à chaque année qui va changer, ça c'était la blague, et je vais fermer la parenthèse, parle des nouveaux impôts. Ça change tous les ans, il y en a toujours un nouveau. Donc ça, oui, là, c'est pas evergreen. Du coup, là, tu as toujours quelque chose de nouveau à raconter. Voilà, ça c'est. Je ferme la parenthèse. Donc, euh, équilibrer son contenu éphémère avec son contenu evergreen, ça va être le jackpot, euh, puisque les deux vont entrer en résonance. L'éphémère, va pousser, entre guillemets, l'evergreen et vous allez être, enfin, on va voir votre marque. C'est le but du jeu, en fait. C'est ça, hein, le branding, le SEO. La base du SEO, c'est le branding. La base du branding, c'est le SEO. Les deux vont de pair et sont indissociables. La recherche locale. Vous allez me dire, hein, Nico, tu es complètement à l'ouest. Depuis le début, tu nous parles que de choses. En fait, il n'y a aucune tendance spécifique pour 2024. Non, la preuve, la blockchain, j'en ai jamais parlé. Donc, déjà, je suis pas d'accord avec vous, avec cette réflexion-là. Euh, Après, la recherche locale. Est-ce qu'on travaille assez la recherche locale? Non. Il y a des bonnes vieilles techniques alors par contre, qui sont pas du tout dans les Google Lines de Google, hein, ça, il ne veut pas en entendre parler, mais qui aujourd'hui marchent très très bien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si on veut faire du local, une fois de plus, j'en ai parlé tout à l'heure, le local, c'est pas que le pack 3. Il y a aussi la façon dont Google va analyser votre IP pour vous proposer des résultats qui sont plus pertinents pour vous. Donc, il faut aller, nous, en tant qu'agence SEO, ou vous, en tant
éditeur de votre propre site internet, hein, il faut vous positionner mieux, plus, bien sur du local. Comprendre qui sont vos clients locaux, ce qu'ils recherchent, la façon dont ils formulent l'intention d'utilisateur, formulent leur recherche, l'intention de l'utilisateur, afin de cibler la bonne clientèle et de travailler plus ce marketing local avec, il y a la fiche Google My Business, mais il n'y a pas que ça. Il y a le référencement des images, pardon, par exemple, ça, ce qui est largement sous-travaillé, qui va vous permettre d'augmenter votre trafic, parce qu'il y a différentes façons de le faire. Que vous soyez un acteur local, régional ou international, augmenter sa visibilité. Vous avez le corporate, d'accord, puis après vous avez le local. Aujourd'hui, pour moi, les deux sont indissociables. À partir du moment où vous êtes une franchise, vous partez en franchise, vous ouvrez des agences, il y a le corporate et puis il y a le local. Et c'est une très bonne façon euh, d'aborder le référencement d'un site internet, votre branding, la façon dont vous allez être trouvé. Et ça renforce enfin, non, en plus d'améliorer la visibilité, vous allez renforcer la confiance des gens. Si vous avez des magasins, des entreprises, des usines locales, puisqu'ils savent qu'ils sont à côté de chez vous, donc enfin à côté de chez eux, pardon. Donc c'est toujours mieux. On reste quand même un peu franco-français là-dessus. Donc, on aime bien travailler des fois avec un acteur, pardon, qui est local. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Dans la base, il faut faire la base de tout ce qu'il faut mettre dans votre fiche Google My Business, remplir ça correctement. Ça a changé dernièrement. Ils ont rajouté certains paramètres sur les réseaux sociaux. La paramétrer comme il faut, les horaires, les sites, les images, gérer les avis, surtout les avis, hein, que ce soit sur votre site internet ou que ce soit sur les fiches. Donc, ça fait partie de la base qui est souvent pas assez exploitée. Je le vois. Je le vois chez des clients et c'est des fois difficile dans certains domaines d'avoir les fiches My Business à jour. L'horaire m'inquiète moins que certains autres paramètres comme les secteurs d'activité ou la description des activités. Et puis, il faut suivre l'actualité, il faut mettre à jour certains paramètres. Et puis, et j'ai pas encore utilisé le mot concurrence. Je pense pas depuis le début. Enfin, j'y pense parce que là, on est sur le local. Donc, sur le local, enfin, les gens qui travaillent en local, ils ont de la concurrence du marché local. Donc, mais il faut aller surveiller ce que font les concurrents, bien entendu. Mais Nico, il faut se réveiller là. Donc, oui, allez voir ce que font vos concurrents et adapter votre stratégie, la modifier en fonction de la leur, qu'elle soit propre, enfin, qu'elle soit de leur propre volonté ou qu'elle soit pas forcément de leur propre volonté. Parce qu'il y a certains paramètres extérieurs qui vont faire que tout d'un coup, ils vont être en augmentation suite à des avis, suite à des relais, suite à des influences, des commentaires, des choses comme ça. Il faut coller à ça. Et vous allez voir que le local peut avoir une énorme influence. Il en a dans pas mal de secteurs d'activité. Donc, la stratégie, on va travailler autour de ça, Google My Business, mais il n'y a pas que Google My Business. Vous allez travailler sur votre site pour afficher le contenu qui va bien. Et puis, le référencement local, bah, c'est aussi du référencement d'image. Bah, aussi, c'est du référencement vidéo. Enfin, en fait, on se mord la queue, hein, vous allez voir, hein, c'est toujours la même chose. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez ce mindset-là, et que vous allez le dupliquer systématiquement, euh, ça paye. Ça paye et vous allez passer à travers toutes ces modifications d'algo de Monsieur Google. Depuis quelques mois, quelques années, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ess à quelques années, mais on parle des données structurées et des balises schéma.org, des balises de données structurées.
Qu'est-ce que c'est? C'est un balisage avec un code spécifique qui explique ce qu'est une page de votre site internet, de quoi elle parle. C'est-à-dire que Google, il arrive, avant de commencer à lire le contenu, il sait de quoi ça va parler. Parce que grâce à ces balises-là. Donc, ça vous donne de la pertinence. C'est un balisage qui est spécifique, que vous pouvez analyser avec différents outils, dont des outils Google avec du contenu qui va être enrichi, des étoiles, des trucs. Enfin, ça vous dit s'il y a des vidéos, ça vous dit s'il y a des facts, ça vous dit si c'est une recette, des choses comme ça. Ça vous explique si c'est un tutoriel ou pas. Voilà pour le concept de ce que ça peut être. Google, il arrive, il lit ce code-là, il sait de quoi ça va parler. Donc, ça l'aide à mieux comprendre de quoi il en retourne. Ça l'aide à mieux classer votre page, votre site internet. Ça l'aide à mieux comprendre qui vous êtes, parce que après on va aller analyser des pages d'auteur, des pages de marque, des choses comme ça. Donc oui, les pages de données, enfin les données structurées aujourd'hui sont incontournables du référencement. Il faut les utiliser, il faut savoir les utiliser et les implémenter. Ça peut être plus ou moins facile suivant les CMS, c'est-à-dire les plateformes de sites internet que vous avez utilisées. On, Grosso modo, si vous avez un site sur lequel vous n'avez pas accès au code source, ça va être très compliqué. Si vous avez accès au code source et que vous pouvez faire des modifications, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est très, très intéressant. Donc là, on va pouvoir enrichir un maximum et donc travailler sur sur une échelle très, très pertinente et très pointue. Je cherchais un autre mot que je n'ai pas trouvé, mais sans doute ça va me revenir. Donc vous allez pouvoir lui influencer, lui dire que bah, votre site, votre blog, c'est un site d'actualité ou c'est un site d'article. Il y a une nuance entre les deux, une nuance qui est notable. Ça va augmenter votre portée. Aujourd'hui, un site internet qui parle de recettes, s'il n'est pas tagué recettes, no way, ça ne marchera pas. Vous allez pouvoir parler d'événements. C'est-à-dire que si vous mettez en ligne, si vous parlez d'un événement, bah, c'est un événement, donc ça va être reproductif. Enfin, Google va l'interpréter comme ça. Pour revenir à la recette, ça va vous permettre d'être affiché dans un format spécifique quand vous cherchez des recettes sur Google. Enfin, tout ceci, c'est important. Il faut le faire. Il n'y a pas besoin d'être un codeur, il suffit d'avoir les scripts systématiques. Mais c'est quelque chose que vous devez avoir dans la tête. Enfin, si vous envisagez de faire une refonte ou d'intégrer un nouveau site dans pas mal, enfin, dans quelques temps. J'ai commencé à parler tout à l'heure de CO2. Oh là là, CO2. CO2, écologie. Alors moi, je suis un écologiste de la première heure. On vit dans les montagnes. Je regarde, là, je me penche. C'est la deuxième fois que je vais faire référence à Laurent. Enfin, non, alors, il y a Laurent, mais il y a aussi Claude. Ils sont tous les deux en Andorre, dans leur montagne. Très bien, moi, je suis dans les Alpes, dans mes montagnes alpines. C'est pas les Pyrénées. Et je me penche par la fenêtre. Là, ça fait 2 jours qu'il neige en haut. Moi, je suis en bas de vallée, là, pour le moment où je vous fais la vidéo, là, à côté de Chambéry. Sinon, bah, tout à l'heure, je m'en vais en montagne. Euh, donc oui, les montagnes pour moi c'est un impondérable. Je passe des journées dehors, dans la neige, dans les chemins l'été. Même si je fais pas de VTT et que je ne cours plus, je peux plus courir, j'ai mal. Mais oui, je passe des heures dehors, je ne peux pas rester en place. Et donc l'écologie et la durabilité. C'est là où je voulais en venir, vous voyez, l'introduction, comme elle est longue, là, pour arriver sur la durabilité. La durabilité, c'est un sujet. Il y a même des gens aujourd'hui qui fabriquent des sites durables pour qu'ils consomment moins d'énergie. Donc, ils font des tas d'analyses, ils vous prennent 15 000 ou 20 000 euros pour faire cette analyse-là. Faites des sites blancs, ça consomme moins d'électricité, c'est plus durable, hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien, mais voilà. Bon. Mais que des sites blancs, ça va pas marcher parce que Google, il n'aime pas. Donc, Google, il veut aussi des belles images, il veut aussi des belles vidéos, parce que sinon, vous n'avez pas un contenu qui est riche.
Et si votre contenu n'est pas riche, ça va pas intéresser l'utilisateur. Il va pas rester sur votre site. Il va scroller, bam, il va sortir. Donc, du coup, écologie, durabilité. Non. Pourquoi je dis durabilité? Parce que enfin, c'est plus qu'un phénomène de mode. On parle de durabilité, même si aujourd'hui, il y a énormément de gens qui achètent des vêtements qui sont fabriqués en Chine. Shine, c'est ça? Shine. Contre, ils savent faire un branding, hein. Là, ils sont forts. Ils fabriquent de la merde, hein, mais ils savent faire du branding. Ça, il y a vraiment pas de souci. Donc, oui, la Chine, c'est pas de la durabilité, hein. Les piles de vos voitures électriques, c'est pas de la durabilité, hein. C'est fabriqué en Chine. C'est de l'exploitation des mines et tout. Donc, ça, c'est pas du tout durable. Mais par contre, on peut éventuellement faire du marketing ou du SEO durable. Parce que forcément, de base, là, c'est pas un spoil, le SEO est le référencement est durable. Quand vous faites du référencement, c'est pour vous, c'est pour votre marque, c'est pour votre site internet, donc c'est pour votre fonds de commerce, donc c'est un actif. Dans un bilan, c'est à l'actif, ça vous appartient. C'est pas une dette. Ce qui est tout le contraire du référencement payant, de la publicité sur Google Ads. Vous allez dépenser 1000 balles de publicité. Une fois que vous avez fini les 1000 balles, vous disparaissez du tableau. Donc, ce n'est pas un actif. Donc, ce n'est pas pérenne. Donc, ce n'est pas durable. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est donc la durabilité et l'écologie. C'est quelque chose aujourd'hui, dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les niches, on vous parle et on vous bassine avec la durabilité et l'écologie. Je suis un pro écologiste, mais je pense plus que vrai qu'autre chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de penser aux tas de gens qui sont en train de balancer des mégots sur les pistes de ski. Et juste ça, ça me... Bref. Donc, si on aborde chacun sa niche, son thème, sa thématique, son topic, son secteur, par le biais du marketing écologique, par le biais du marketing durable, la question à se poser, c'est en termes de différenciation, en termes de différenciation concurrentielle, en termes d'approche de l'utilisateur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté de la durabilité et de l'écologie? Chez Metadosi, un exemple bidon, on a un peu de terrain, tous les ans on plante des arbres. Rien que de le dire, c'est de l'écologie, c'est de la durabilité. On va pas dire qu'on va les mettre 50% de nos revenus dans la plantation d'arbres. Ce serait faux, un mensonge. On n'a pas envie de le faire. Et alors, il y a des gens qui vous le diront. Il y a... Alors, après, il y a des grosses boutiques qui font des fondations et qui vont aller redistribuer un petit peu pour faire ça, ça, ça et ça. Bon, après, il y a un aspect financier là-dessus, c'est que pour eux, c'est des économies d'impôts. Quand ils font une fondation qui répartissent, ils gagnent le double ou je sais pas combien, je suis pas un expert, sur les impôts. Très bien, donc c'est la loi. On va parler de loi, ça c'est pas une Google Law, c'est une loi française. Donc oui, travaillons ça, c'est une solution de vous différencier. Je pense à une cliente qui aurait dû le faire et qui l'a pas fait. Je pense à un autre client qui aurait... Alors lui, par contre, je lui ai dit de le faire et il ne le fait pas. Ça fait partie éventuellement des valeurs de l'entreprise. Vous avez vu beaucoup de sites avec les valeurs de l'entreprise? Je le dis, moi je le dis à mes clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est un signal pour Google, les valeurs de l'entreprise, par exemple. C'est un signal. Il aime bien les sites avec des valeurs. Faisons-nous. Il faut en faire. Créons des valeurs. Dites, donnez vos valeurs. Parlez de durabilité. Créer quelque chose, créer un silo durabilité dans votre domaine. Fabriquer du pain. Pourquoi est-ce que votre pain, il est conçu de manière durable? Expliquez-moi ça. Il y a certainement quelque chose à faire là-dessus. Donc, il y a une stratégie de référencement à faire pour des entreprises durables ou pour des concepts durables ou pour des statures durables, des valeurs durables. Euh, vous allez vous différencier, vous allez être aimé et donc vous allez ranker.
Ça, c'est pas mal, ça, il faut que je le ressorte. Donc, il y a des stratégies à mettre en place. Un sujet, réalité augmentée et SEO. Pourquoi j'ai pensé à ça? Bon, parce qu'on a maintenant plusieurs clients immobiliers. Euh, et la réalité augmentée, alors c'est pas que le gaming, hein. Même s'il faut que je passe sur des PC qui sont un peu plus fortes en carte vidéo, un peu dans ce style-là. La réalité augmentée et le SEO. La réalité augmentée et le SEO. Aujourd'hui, on est énormément consommateurs de vidéos, de smartphones, et on peut se poser des tas et des tas de questions. Et une vidéo en réalité augmentée, enfin, si vous faites de l'immobilier et vous faites une vidéo en réalité augmentée, vos concurrents, vous les massacrez. Parce que c'est toujours la même chose, c'est immersif. Donc, le gars, il va s'y croire, il s'y voit déjà dans cette réalité augmentée. Quand vous avez un magasin local, un magasin de vêtements, une supérette ou quoi, vous vous posez la question. Imaginez, vous êtes le touriste, vous arrivez Oh, ça me vient comme ça. Et vous êtes un touriste, vous arrivez en station ou au balnéaire ou de ski, et puis vous dites, tiens, où est-ce que je peux aller faire mes courses? Vous cherchez, vous tombez sur une vidéo de réalité augmentée qui est bien référencée. Et vous vous voyez dans le magasin, vous voyez les rayons. Donc, vous avez la réponse à votre question. La question, c'est tout simple, c'est est-ce que dans la supérette, il y a du pain, par exemple? Pourquoi je parle de ça? Bon, bah, c'est pas, c'est parce que j'ai déjà eu le cas. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous avez la vidéo, vous faites le tour du magasin de la supérette, qui est pas très grand. Donc, je pense à ce cas-là. Et vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup que je me sorte de mon canapé? J'ai besoin de pain, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Votre vidéo de réalité augmentée, elle est bien référencée, il y a une bonne description, il y a les bonnes titles, il y a tout ce que vous voulez, c'est bien fait. Et pour l'immobilier, je connais quelqu'un qui en fait maintenant, il a investi sur deux, trois matos. Euh, Bah, je veux dire, ces maisons ou ces appartements à vendre, a priori, ils ne durent pas 10 jours. Et il a une façon de faire la vidéo, la présentation, c'est Martial, t'es au top. C'est pas moi qui fais le référencement, il se débrouille. Très bien, il sait faire, il se pose les bonnes questions. Mais quand vous voyez la vidéo, vous avez envie d'acheter. C'est 100% de la réussite dépend de la préparation. Alors ça, c'est quelque chose que en tant qu'instructeur plongée, je le répète tout le temps. 100% de la réussite dépend de la préparation, mais ça, c'est valable partout. Et voilà. Et la vidéo immersive, là pour le cas, c'est vraiment le cas. C'est une expérience utilisateur de dingue. Vous avez un référencement local qui va être au top. Les deux exemples que je vous ai donnés, c'était quand même hyper local, parce que quand vous achetez un bien immobilier, c'est du local, et quand vous cherchez une supérette parce que vous êtes en vacances à un endroit, c'est du local. Vous n'allez pas acheter votre pain sur Amazon. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir plein de contextes sur certains mots-clés, des nouveaux mots-clés, et puis vous allez pouvoir travailler un SEO technique. Donc, aujourd'hui, c'est pas trop. Euh, Ça reste sur des précurseurs des early day adopters, mais il y a du matériel à acheter. C'est pas gratuit, mais imaginez à, à l'époque. À l'époque, on avait commencé à le faire sur de l'automobile. On mettait notre petite caméra qui allait bien à l'intérieur de la voiture et ça faisait une présentation à 360 degrés de la bagnole. Bah, il n'y a pas besoin de trop parler, quoi. Je veux dire, la vidéo, elle est là, vous avez la vidéo haute def. Bon, ce qu'il faut, c'est le bon éclairage. Ça, c'est la base. Ça, c'est comment plonger. Si vous n'avez pas le bon éclairage, vous allez avoir la meilleure caméra, ça ne marchera pas. Mais voilà, euh, faut s'y préparer. Il faut avoir le bon matos. Il faut rester informé parce que le coût du matos va baisser. Euh, Pensez toujours au mobile parce que la base, c'est le mobile, c'est le smartphone. Il faudra mettre du balisage, de la structure, et puis
Si vous y mettez, ce qu'il faut, c'est analyser comment ça va se passer, les premiers, les retours, voir comment ça se passe. Je vous dis pas que ça va décoller du jour au lendemain, euh, mais il y a certainement quelque chose à faire là-dessus parce qu'on consomme de plus en plus de vidéos. Point final. Je sais pas si c'est le dernier point que je voulais aborder où j'ai pas arrêté de parler de quoi depuis le début de la vidéo. Branding, d'accord? Branding, la marque. Je vous parle pas de charte graphique, hein. Moi, je vous parle pas de votre logo, je vous parle pas de vos USP, je vous parle pas des couleurs que vous devez. Je vous parle de branding, la marque, la façon dont vous, euh, vous envisagez votre marque, la façon dont vous voulez protéger votre marque, comment elle résonne et à qui elle résonne. Donc, aujourd'hui, la base, c'est votre marque. La homepage de votre site, c'est votre marque. C'est une des choses les plus importantes. C'est ce qui va vous donner de l'autorité. C'est l'autorité de votre marque. C'est comment elle va être perçue par les internautes, les utilisateurs. Qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que est-ce que vous êtes synonyme d'expérience, d'expertise? Euh, Est-ce que vous êtes lambda? Si vous imaginez une marque qui est forte et puis vous êtes lambda, le gars qui est là, il n'y a pas de souci. Lui, il va engager plus de monde, il va générer plus de confiance, donc plus de clics. Donc, ce qu'il faut, et j'en ai parlé j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est que votre marque devienne dans votre secteur d'activité le numéro un de votre niche. Faut que votre marque, dans la page de résultats de Google, il faut qu'on ne voit que votre marque. Que ce soit en publicité, que ce soit en organique, que ce soit en image, que ce soit en shopping, que ce soit en Knowledge Panel, Google My Business. Il faut qu'il y ait votre marque, il faut qu'il y ait votre logo, il faut que vous l'exposiez tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez 10 fois le même message par jour, si vous avez 10 fois le même visuel par jour, à un moment donné, ça va forcément rester. Ça va rester. C'est une des règles. On vous répète 10 fois la même chose par jour. Elle est vraie, cette chose. Si on vous dit une fois par semaine, c'est que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est cette différence entre les deux. C'est-à-dire que si votre contenu s'expose 10 fois par jour, ça va forcément s'afficher à un moment donné quelque part là et rappeler des signaux cognitifs. Je ne parlerai pas euh, de, 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 de mémoire à long terme, mais il faut que il faut afficher ça. Donc, il faut squatter les résultats des SERP de Google. Et il faut que votre marque s'affiche tout le temps, donc d'une manière ou d'une autre, hein. Ça veut dire que de facto, ça veut dire que votre marque doit être visible. Il faut que des logos soient visibles. Il faut que les vidéos soient visibles. Voilà, euh, c'est c'est une des choses sur lesquelles il faut travailler. Il n'y a pas que, et bien entendu, votre contenu doit s'afficher, mais la marque doit être là, aussi bien écrite que visuelle, de manière à ce qu'elle laisse des traces dans le cerveau des gens. Et Coca-Cola et McDonald's ne se sont pas créés du jour au lendemain. D'ailleurs, tiens, je vous engage à regarder l'excellent film Le Fondateur, qui est l'histoire de la création de McDonald's. Pour comprendre ce qu'est la marque McDonald's, d'où elle est partie, la marque McDonald's, comment elle s'est créée et quels sont les, les concepts de base de la création d'une marque forte pour en devenir ce que c'est aujourd'hui. Euh, Soit dit en passant, Red Bull aujourd'hui pourrait très bien se passer devant du Red Bull, tellement c'est un rouleau compresseur marketing de génération de marques
enfin, c'est ahurissant, frérot. Arriver à avoir fait ce qu'ils ont fait, à générer autant de contenu comme ça tous les jours, que cette marque, elle s'affiche systématiquement autant de fois devant nos yeux et notre cerveau et dans nos oreilles tous les jours. Euh, donc, ce sont des exemples. Je- Enfin, Red Bull, ils ont commencé il n'y a pas forcément longtemps, ils sont partis de pas grand-chose pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Si on veut les comparer à McDonald's qui a commencé beaucoup, enfin bien avant, mais la stratégie est la même. C'est-à-dire que forcément, on veut, tiens, ça faisait longtemps que tu n'avais pas entendu parler de Red Bull, ah, mais je t'emmène une couche. Ah, tiens, ça fait longtemps que je te... Bon. Et puis pour te la mettre, la marque devant les yeux, je te crée 100 milliards d'événements en une année. Et je te relis ça sur tous les réseaux sociaux. Je vais même créer des réseaux sociaux spécifiques, chose qu'ils ont fait pour leur propre réseau, pour engager tout ça. Donc, oui, la marque, une fois de plus, c'est ce qu'il y a de plus important et qui va faire que si vous êtes reconnu, ben, les gens vont vous aimer plus et vont cliquer plus. Euh, et après, vous avez différentes façons de surveiller votre branding. Il y a des tas de logiciels pour les surveiller, comment on parle de vous, si on parle de vous, si on dit du bien, ou si on dit des méchancetés ou des avis, de manière à pouvoir interagir le plus rapidement possible pour défendre votre marque et faire en sorte qu'elle soit appréciée. Ah, j'ai la gorge sèche là du coup. On a fait le tour de pas mal de choses, des choses qui sont nouvelles, des choses qui sont moins nouvelles pour les tendances du SEO 2024. Euh, Même si vous avez l'impression et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas nouvelles du tout, la façon de l'aborder, peut-être sous un nouvel angle et différente, fera en sorte que ce sera une nouvelle approche et que ça pourra être plus performant. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément nouvelles, mais la façon de les travailler sera forcément nouveau. Parce que ça évolue, c'est de la remise en question. C'est toujours, et ça c'est un principe fondamental, c'est est-ce que ce que je fais marche toujours? Est-ce que ça marchera demain? Si ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Donc, le référencement des images n'a jamais été aussi pointu qu'aujourd'hui, nécessaire qu'aujourd'hui. On est passé de la simple balise alt avec une légende à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et pointu et chronophage derrière, mais qui rapporte tellement bien. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais essayer de produire plus. Alors, dans les engagements que je voudrais prendre pour 2024, j'aimerais en produire plus de ces vidéos. J'ai plein d'idées. Le souci, c'est que je voudrais aller un petit peu au ski aussi, et puis dormir. Donc, parce qu'on a, bon, le truc, c'est d'avoir des clients, de trouver des nouveaux clients, de faire tout ça. Ça prend du temps. Puis vu l'augmentation des impôts, bon, on ne peut pas embaucher autant de gens qu'on voudrait, hein, c'est toujours compliqué. On est en France, faut pas l'oublier, hein. On n'est pas au Delaware, on n'est pas en Irlande. Voilà quoi. Donc il y a un message, hein, si l'URSSAF pouvait arrêter deux, trois trucs, enfin voilà, bon, du coup là, c'est même pas le SEO. Maintenant, l'URSSAF pourrait très bien nous donner des missions à nous, Metadosi, pour pour optimiser les services de l'URSSAF pour qu'ils puissent moins nous ponctionner. Tiens, ça, c'est un concept. J'en parle à la directrice régionale. Je pense qu'il là, il y a un truc à faire. Ça, alors, je vais voir si je peux mettre ça en place pour 2024. Ça va être mon conclusion. C'est samedi, il est 16h12. Le temps de boire un thé, de plier deux, trois trucs. Et puis, bon, on va aller faire un petit peu de ski parce que ça a bien neigé. Bis à tous, une bonne année, une bonne santé, c'est le plus important, la santé. Et puis après, voilà, si on est bon, le business, on va faire ce qu'il faut pour aller le sortir. Ciao!